Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi, il est 14h, vous écoutez Radio Lac ou vous regardez One TV, bienvenue, nous parlons économie et ce durant une heure, économie extrêmement large, économie avec des mots dont on entend parler, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, la blockchain, dis donc ça fait peur, mais non, vous allez voir c'est extrêmement pratique pour absolument toutes les entreprises, il y a beaucoup de débouchés, c'est à Genève que ça se passe, nous en parlerons un peu plus tard avec le CEO de WeCan Group, Vincent Pignon. Autour de cette table également, le docteur Olivier Ouzilou, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur de Signataire, en deux mots, Signataire. On s'y intéressera dans quelques instants, mais rapidement, de quoi parle-t-on ? Alors on parle de surveillance énergétique et de CO2 des bâtiments et la planification de travaux pour décarboner le parc immobilier. Oui, parce que ça, c'est vraiment un enjeu. Je veux dire, maintenant, ça fait longtemps qu'on le sait, mais alors de plus en plus, on accélère vers cet enjeu-là. J'imagine que c'est bon pour les affaires. Alors c'est bon pour les affaires, mais surtout ça va. Et puis là, mon préopinant aura la parole sur la création de nouveaux métiers. Et puis on a vraiment besoin de ressources pour faire cette transition. Votre préopinant que je présenterai dans quelques instants. Je voulais également dire bonjour à Alexandra Harris. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la directrice communication de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève pendant encore quelques semaines. Donc je crois que c'est la dernière fois qu'on est ensemble dans ce studio. C'est vrai, encore 15 jours. Alors je ne vous remercie pas encore. Je le ferai un peu plus tard alors. Ok ? Voilà. Très bien, faisons comme ça. Mais quand même beaucoup de rendez-vous à la CCIG de toute façon. Ah, comme toujours. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Est-ce que vous aimeriez savoir quel est le prochain grand rendez-vous, par exemple ? Si, j'aimerais bien D'accord. savoir. Le 13 décembre, l'événement économique sur le thème des conditions cadres. Est-ce qu'elles sont toujours favorables pour les entreprises à Genève ? Ça, je sens qu'il va y avoir absolument tous les avis qui vont se retrouver. Effectivement, plus d'informations sur le site de la CCIG. Et notre premier invité, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Franck Sobchak. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Cité des métiers parce qu'elle est de retour. Cette fameuse Cité des métiers, c'est à Palexpo du 22 au 27 novembre. On va pouvoir essayer absolument tous les métiers, quel que soit son âge. Oui, tout à fait, quel que soit son âge. De retour après une annulation qui nous a beaucoup peiné. Et puis là, c'est le grand retour, très attendu. Et on pourra tester tous les métiers. Alors, est-ce qu'il y a quand même des nouveautés dans cette Cité des métiers ? Parce que chaque année, on dit on va tester tous les métiers, ce qui est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est d'abord qu'on met un accent sur l'employabilité. Je veux dire, aujourd'hui, quand on cherche un métier, donc dans le phénomène de l'orientation, de l'information et de l'orientation, on doit aujourd'hui tenir compte des pénuries, tenir compte de l'employabilité, en tout cas dans son choix. On peut aussi choisir un métier passion et se contenter d'une rémunération peut-être plus basse, mais on doit être au courant. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un discours qu'on tenait il y a 15-20 ans à des jeunes. Aujourd'hui, on le dit aussi à des adultes. Je veux dire, le monde, le marché de l'emploi a énormément évolué. Énormément évolué. Et il y a vraiment quelque chose de transversal. Aujourd'hui, on parle de métiers. On a encore la Cité des métiers. Peut-être que dans quelques années, ce sera la Cité des compétences. Je ne sais pas. On évolue beaucoup. Et puis, on a une large part aussi de l'exposition qui est dédiée aux métiers de demain, futur des jobs, avec un concept original puisqu'on va essayer de déconstruire les préjugés sur les métiers féminins ou pas, les métiers qui sont difficiles, et puis pour pouvoir avoir un regard neuf sur toutes ces questions qu'on se pose pour demain. Et ça, j'ai l'impression que pour le coup, la nouvelle génération a vraiment empoigné ces notions-là. C'est plus très important de savoir si on est un homme, une femme, intersexe, LGBTQIA+, pour faire quoi que ce soit. Ah, plus qu'empoigné, elle nous laisse pas le choix, et tant mieux. Et tant mieux. Et d'ailleurs, notre travail, c'est de leur donner un cadre pour qu'ils puissent construire le monde de demain. La confiance, ils la méritent déjà, je pense. Et notre job, c'est de les accompagner, jeunes ou moins jeunes. Justement, alors je voulais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on fait comprendre les enjeux d'un emploi de la même manière à quelqu'un qui a 15 ans, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard, et à quelqu'un qui est en reconversion professionnelle ? Non, je pense pas. Là, il y a, je pense, un langage et puis une explication ou des outils un petit peu différents. Mais la problématique demeure. Il faut pouvoir regarder demain, se former et puis aller vers les métiers de demain et l'employabilité. Et qui vient à la Cité des métiers ? Est-ce que les jeunes, bien sûr, mais est-ce qu'il y a de plus en plus d'adultes, justement, qui ont envie de découvrir ce qui les intéresse ? Parce que, je sais pas, moi, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le secteur bancaire, puis ils se sont dit, bon, finalement, ça m'intéresse peut-être pas tant que ça. Alors ça, dans le domaine bancaire, je ne sais pas encore. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tout à fait. Non, mais une majorité d'adultes, 30 000 élèves, mais beaucoup d'adultes, beaucoup de parents. Les parents sont vraiment un élément important dans le choix du métier. On a un invité d'honneur qui est vraiment
très important cette année, c'est les HES, HES-SO, et c'est un petit peu l'université, pas un petit peu, c'est même carrément l'université des métiers. Et là aussi, on doit donner beaucoup d'informations pour dire, bon voilà, la voie professionnelle, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui amène beaucoup de choses. Avec la naissance des HES et de la maturité professionnelle, aujourd'hui, on peut avoir une très belle carrière dans cette voie. La Cité des métiers, c'est pas seulement la voie professionnelle, hein, c'est aussi le cursus académique, mais on doit renforcer à Genève cet aspect formation professionnelle. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça a toujours été en dents de scie, c'est-à-dire pendant un temps, on se rend compte que la formation professionnelle vaut le coup. Ensuite, on dit, oui, non, c'est une voie de garage, voyons la formation professionnelle. Et ensuite, on se rend à nouveau compte que ça vaut le coup. Vous avez le même sentiment ? Alors, on a toujours eu... Ça sent le nom, quand même. Ouais, ça sent le moyen. Ouais. Non, je pense qu'on a vraiment toujours eu un petit peu de retard à Genève sur cette considération de la voie professionnelle. Les statistiques le disent. Hein. On est en avance sur la formation des adultes. On a le seul canton avec un service dédié à la formation des adultes. Mais on a beaucoup de progrès à faire sur la formation professionnelle pour engager les apprentis plus jeunes. Mais on a cette pression économique vis-à-vis des entreprises qui, des fois, favorise pas l'engagement de plus jeunes. Alexandre Harris, découvrir des métiers, se rendre compte de ce qu'on aime, c'est essentiel si on veut s'épanouir dans sa vie professionnelle. Ah, c'est certain, cette cité des métiers, moi j'y vais toujours avec grand plaisir, c'est absolument fabuleux. Même une fois qu'on est plutôt en bout de carrière, des fois on se dit, ah bah tiens, voilà quelque chose que j'aurais pu essayer ou que j'aimerais essayer. Non, sérieusement, s'agissant de la formation professionnelle, à Genève, aujourd'hui, il y a insuffisamment d'apprentis. Il y a eu, il y a quelques semaines, la remise des CFC. Il y avait à peu près 3000 récipiendaires de CFC. Si Genève avait la même proportion d'apprentis, on aurait dû en avoir 12 000. Et il faut quand même dire les choses. Le problème vient en grande partie d'espèces de préjugés sous-jacents assez non verbalisés de la part de parents, mais aussi étonnamment, et j'ai entendu des témoignages en direct, de la part d'enseignants qui vont dire aux gamins non, mais va au collège. Mais va au collège, pourquoi ? Aujourd'hui, on sait que le CFC, le jeune qui sort avec un CFC, disons, durée de chômage, à supposer qu'il ne soit pas embauché par l'entreprise qu'il a formé à peu près 6 mois, le même universitaire 18 mois. Donc, rien que si on fait un petit calcul de rapport coût-bénéfice, c'est assez vite vu. On va continuer de parler de ça parce que je sais que Franck Sobczak a des éléments également là-dessus. Ça sera dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment découvrir de nouveaux métiers ? Eh bien en allant à la Cité des métiers, à Palexpo, du 22 au 27 novembre. Son président, le président de l'association Cité des métiers, Franck Sobczak, est toujours en notre compagnie. Alexandre Harris nous disait un petit peu plus tôt, mais même moi j'ai entendu des professeurs dire à des enfants « va au collège », vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir puisque là, on parle en fait de l'information et de l'orientation scolaire. D'ailleurs, dans cette Cité des métiers, on va présenter un nouvel outil avec une plateforme pour impliquer les entreprises et les associations dans l'information et l'orientation scolaire. On ne peut pas en vouloir à un enseignant qui a un cursus académique, peut-être, de ne pas connaître certains aspects des métiers. Donc voilà, il faut être ensemble pour faire une information, une orientation correcte. Et je pense qu'on a pris des mesures qui vont dans ce sens. J'aimerais juste qu'on entende sur cette question le prochain invité de cette émission, Dr Olivier Ozilou. Vous êtes le cofondateur de Signataire. On va parler domaine bâti, transition énergétique. Est-ce que vous, cette notion de transformation et donc de besoin de main-d'œuvre, vous le sentez ? Ah, complètement. Donc, nous, on va préparer la feuille de route de rénovation des bâtiments, des parcs immobiliers. Et ensuite, évidemment, il faut réaliser. Et là, on s'aperçoit qu'on est sec au niveau des matériaux, des technologies, mais aussi beaucoup sur les main-d'œuvre, des savoir-faire, de la direction de travaux. Et là, nos clients qui veulent réaliser cette transition ont besoin de ces compétences. Et donc, de ces compétences techniques. Donc, créer richesse et emploi pour être ferblantier couvreur, poseur de photovoltaïque, isoleur, etc. Donc, c'est peut-être aussi des transformations de métiers, des nouveaux métiers. Mais là, le marché en a cruellement besoin. Parce que c'est toute la difficulté finalement de la Cité des métiers, c'est d'avoir un coup d'avance finalement et de ne pas dire il y a besoin de ça aujourd'hui, donc faisons découvrir ces métiers aujourd'hui et on comblera les besoins dans 4-5 ans.
Alors j'aimerais effectivement que la Cité des métiers ait un coup d'avance, mais on présente l'existant, notre environnement. Alors bien sûr, on pose des questions, on a des conférences et je pense qu'on va devoir intégrer de plus en plus cette vision sur les besoins de demain. Parce que c'est extrêmement large, bien entendu, les métiers de demain. La preuve, la charpente, par exemple, c'est au cœur de la Cité des métiers. Puis pas avec n'importe quoi. Non, on a une exposition, une très belle exposition Notre-Dame de Paris, l'art de la charpente. Donc, magnifique exposition pour découvrir ces métiers avec les compagnons du devoir. Et puis, on pourra se promener à l'intérieur de l'exposition. Là, je vais citer peut-être quand même 2-3 moments forts. Les concours, championnats, les métiers du bois seront présents avec les ébénistes, les charpentiers. Le championnat de e-sport. Donc, on aura en direct une compétition de gamers genevois. Le futur des métiers, j'en ai parlé. C'est un vrai métier, ça, e-sportif? Est-ce que c'est à vous d'y répondre, d'ailleurs? Je ne sais pas. Alors, c'est un métier qui rapporte beaucoup, mais je pense que l'industrie des jeux est une industrie immense qui a dépassé celle du cinéma, et vous le savez. Donc, je pense que voilà, on doit dépasser... le gamer, c'est pas un jeune ado qui passe 8 heures devant son écran et qui s'abîme les yeux. C'est une industrie qui concerne énormément de métiers. Et ce qu'on présente, c'est aussi ça, game designer, et on fait de la prévention pour justement éviter... non, mais exactement, c'est d'aller au-delà des préjugés. C'est ce que je trouve. Je le dis avec le sourire, mais c'est ce que je trouve très intéressant, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a un camion hydrogène également. Oui, ça, alors il y a une première mondiale, bon, il a déjà été présenté, mais il y a un premier tour de roue. Donc toute la mobilité de demain qui est présentée, en tout cas avec cette technique électrique hydrogène. Mais au-delà, au-delà de la technique, c'est tous les métiers et la formation qui va être présentée aussi pour pouvoir entretenir ce type de véhicule. Et là, ça concerne tous les métiers de la mobilité électrique, hydrogène. Oui, c'est ça, c'est le renouvellement. Enfin, je crois que c'est vraiment le mot-clé depuis quelques années, puis c'est pas terminé, c'est le renouvellement, quoi. Donc, non seulement il y a des nouveaux métiers, mais en plus, on va pouvoir redécouvrir ces métiers-là. D'ailleurs, pour motiver les jeunes à aller vers des métiers manuels, qu'est-ce qu'il faut leur présenter? La beauté de ce métier, le côté salarial, parce que finalement, ce sont des métiers qui payent pas si mal qu'il y paraît. On pourrait penser que, mais pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que d'autres? Je pense qu'il y a du sens à travailler dans ces métiers. On vient d'en parler, la rénovation des bâtiments, aller vers un monde au niveau énergétique plus cohérent, avoir une mobilité douce. Donc ça fait beaucoup de sens. En plus, au niveau salarial, il y a des statistiques qui montrent très bien que si on suit la formation professionnelle, et je le répète, la formation professionnelle, y compris la formation supérieure HES, vous avez des rémunérations qui sont très très bonnes et surtout qui interviennent beaucoup plus vite dans le cursus de formation. Donc sur une vie professionnelle, je pense que c'est pertinent. Vous m'avez donné envie. Est-ce que je peux venir tester des métiers? Bien sûr. Je le fais mardi. Vous savez quoi? Mardi, Radio Lac, on sera en direct de la Cité des métiers. Il y aura les copains de One FM également, donc vous pourrez aller découvrir tous ces métiers-là qui, croyez-moi, sont passionnants. Ou alors vous comprendrez pourquoi effectivement il faut faire des études, sinon vous finirez comme moi. Ça se passe à la Cité des métiers, c'est du 22 au 27 novembre à Palexpo. Évidemment, Franck Sobchak, vous êtes le président de l'association Cité des métiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, je vous attends mardi. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment guider la transition énergétique? Rebonjour, docteur Olivier Ouzilou. Bonjour. Cofondateur de Signataire. Alors, Signataire, vous faites à peu près de tout pour aider celles et ceux qui veulent aller vers un bâtiment plus vert. Absolument. Sauf qu'on ne fait pas la villa, on fait plutôt les immeubles de tout genre, bâtiments administratifs, locatifs, commerciaux, et plutôt à destination des régies, des caisses de pension, des fonds immobiliers, voilà. Est-ce que les régies, je vais prendre par exemple, l'exemple d'une régie parce que ça sera plus simple pour celles et ceux qui nous écoutent et pour moi. Est-ce qu'il faut faire un pas, c'est-à-dire avoir envie de venir vous voir, ou est-ce qu'on comprend rapidement qu'il y a un intérêt également économique si toutefois il y en a un? Alors, au-delà de l'intérêt économique, on voit le changement climatique, la raréfaction des ressources, on a la pression du marché, on va dire, sur la hausse des prix. Donc, oui, mais moi je suis une régie, mes appartements ils sont loués, alors après, que ce soit bien isolé ou pas. Oui, mais à partir du moment quand les locataires feront le compte loyer plus charge, avec une volatilité des charges, attention, on risque d'avoir du tourisme énergétique, etc. Donc les gérances ont intérêt aussi à avoir cette maîtrise, on va dire, des charges, donc des consommations d'énergie. Et vous avez le sentiment qu'ils l'ont, ou alors c'est encore vraiment le début de la prise de conscience? Non, alors sur la surveillance énergétique, je pense que les gérances participent beaucoup, puis notamment à Genève avec la mesure de l'indice de dépenses de chaleur, donc historiquement. Donc sur cette partie-là, énergie, CO2, électricité, eau, je pense que les gérances sont très actifs dans le domaine. Après, c'est
réaliser la transition. Aujourd'hui, on a un taux de rénovation de 1%, et puis ça fait des années que c'est comme ça, et puis alors on a des ambitions à 2,5 à 4%, mais concrètement, ça bouge très lentement. Moi, je vais être très honnête, je suis dans un appartement que j'adore. Dans le salon, cet été, il a fait 34 degrés. Et de l'autre côté, dans la chambre, il fait frais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut venir dans l'appartement, regarder chaque bout de mur? Est-ce que c'est l'immeuble automatique pendant son entier? Ça fonctionne comment? Alors voilà, donc il faut avoir une vision à court, moyen, long terme, donc une feuille de route de rénovation qui tient compte du chaud et du froid, donc protection solaire pour l'été, etc., mais aussi de l'isolation, et l'isolation elle est bénéfique en hiver et en été. Donc c'est savoir comment rénover, combien ça va coûter, est-ce qu'on peut saucissonner et taper les étapes de rénovation. Donc c'est avoir une vision et un audit énergétique avec une feuille de route. Est-ce que Genève est un bon élève là-dedans? Parce que signataire, vous êtes sur absolument toute la Suisse. Alors, on est sur toute la Suisse. Alors, principalement en Romandie, on veut vraiment se développer en Suisse allemande. Genève est un très bon élève au niveau de l'indice de dépenses de chaleur, historiquement, depuis les années 96, où on mesure, etc. Mais comme tous les autres cantons, le taux de rénovation, comme je disais, c'est 1%. Et cet immobilisme, c'est un peu partout en Suisse. Donc, on est très bon élève en termes de conception générale de l'énergie, plan directeur, loi, accompagnement, subvention. Mais dans les faits, on ne rénove pas. Pas assez vite. Alexandre Harry, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on a cette conversation. On est très bon quand il faut mettre des lois, mettre des choses par écrit, mais après, quand il faut y aller, on n'y va pas. Oui, absolument. Et moi, ce que je note, alors je suis un peu comme vous, je compare avec mon exemple personnel. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter dans une villa des années 60. Eh bien, il m'a fallu à peu près 3 mois pour trouver les bonnes informations pratiques de ce que je pouvais faire pour mon isolation, comment, à quel coût, auprès de qui trouver le professionnel compétent pour. Eh bien, heureusement que j'avais vraiment envie de le faire parce que j'ai vraiment dû m'accrocher et beaucoup demander autour de moi jusqu'à ce que je trouve les personnes compétentes pour me répondre. Et ça, alors c'est anecdotique quand c'est à mon échelle, mais par contre, je crains que je ne sois pas la seule dans ce cas. Et je pense qu'il y a des gens qui se découragent. Alors, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, finalement, Olivier Ouzilou. Est-ce que ce sont aux régions, en tout cas celles et ceux qui veulent agir, qui doivent venir vous voir? Est-ce que c'est aux gens de savoir un peu mieux ce à quoi ils ont droit? Ça commence par quoi? Alors, si on est propriétaire d'un immeuble ou d'un parc immobilier, effectivement, on a créé des outils qui permettent de scoper rapidement des parcs immobiliers. Et si on est un privé avec une villa ou autre, voilà, donc il existe un certain nombre d'experts qui sont capables de faire des audits énergétiques de villas comme de bâtiments. Donc là, je vous invite à lire les listes d'experts des CECB+, par exemple, ou se renseigner à l'Office cantonal de l'énergie ou autre. Donc il y a quand même des compétences. C'est vrai qu'il y a pénurie aussi, au-delà de la main-d'œuvre CFC, comme on en a parlé tout à l'heure, mais des compétences d'architecte, direction de travaux, des gens qui savent faire des audits énergétiques. Donc le marché est un peu sec partout dans cette thématique. Enfin, finalement, j'ai quand même l'impression qu'un bon vieux chalet en Valais est un peu plus pertinent et énergétiquement que nos immeubles genevois. Non, quand même pas. Ce qui est le moins pertinent, c'est les bâtiments construits à la va-vite dans les années 60-70, avant le choc pétrolier. Avant, on savait bien construire, on n'était pas trop mauvais d'un point de vue énergie. Et puis, évidemment, après les années 2000, là, on sait bien construire. Alors, un chalet, si on l'occupe pas trop, voilà, et puis qu'on a un bon feu, etc., ça peut être très confortable. Mais énergétiquement, c'est pas la panacée. Vous me faites rêver. Mais on vient de revenir à Genève et on n'a pas fini cette conversation. Restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment améliorer la transition énergétique? On continue d'avoir des pistes de réflexion avec, entre autres, le docteur Olivier Ouzilou, cofondateur de Signataire. Alors, je le disais, Signataire, vous faites plein de choses. On vient sur votre site internet, réduisez l'impact énergétique et climatique de votre parc immobilier. En savoir plus, je clique. Alors là, il y a 1 milliard de choses. Il y a des chiffres clés. Je vais y arriver. On prend le problème par quel bout quand on est signataire et que quelqu'un vient vous voir? Alors, bonne question. Donc ça commence par un premier état des lieux, donc vraiment mesurer de vos consommations en termes de chauffage, d'eau chaude, d'électricité et d'eau de votre bâtiment. À partir de là, on va pouvoir faire un véritable état des lieux et ensuite une feuille de route de rénovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout votre accompagnement et surtout la validation de la performance après les travaux.
Et ça prend combien de temps tout ça? Parce qu'en ce moment, il y a une hausse des coûts, donc j'ai l'impression que tout le monde se dit « Oh bah dis donc, on pourrait être un peu mieux isolé, on pourrait faire les choses un peu plus intelligemment et on veut que ce soit fait pour hier. » Alors, une première vision d'un immeuble, par exemple, ça peut prendre très peu de temps, dans le sens où notre ImmoLabel, il se met, on visite le bâtiment en quelques heures, et puis ensuite, si on va faire le chiffrage de coûts de travaux, avoir une première vision de qu'est-ce qu'il y a à faire, donc ça peut aller très vite. Ensuite, évidemment, ça n'évite pas le véritable avant-projet, la mise à l'enquête, etc. Et c'est là où après on peut prendre un peu plus de temps. Et est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit quand on est locataire? Quand on est locataire, on peut avoir évidemment des comportements, comme on l'a vu avec des vannes thermostatiques, réglées à 20 degrés maintenant. Alors, 20 degrés, je le dis, ce que je viens d'apprendre, je l'ai appris hier. 20 degrés, quand vous le mettez sur 3, c'est 20 degrés. C'est pour ça que c'est 20 et pas 19, donc c'est sur 3. Voilà, donc c'est la vanne thermostatique, effectivement, on peut régler ça. Mais surtout, c'est demander aussi à son propriétaire d'agir pour la rénovation, pour la production, à la limite, d'énergie renouvelable sur le bâtiment ou du photovoltaïque, etc. Donc on est un peu captif de la thermique, on va dire, et de la physique du bâtiment, évidemment, mais on a des comportements individuels qui sont pas négligeables non plus. Vous disiez faire pression, en tout cas demander que des choses soient faites en matière thermique, mais aussi en matière de panneaux photovoltaïques. Il y a de quoi faire à Genève, vous allez me dire que oui, mais il y a suffisamment d'ensoleillement. Ça donne quoi en termes d'apport exactement, en termes d'économie surtout? Oui, alors généralement, voilà, une petite formule assez simple, donc sur la puissance installée, donc en nombre de mètres carrés, en kilowatts de photovoltaïque, on multiplie par 1000 et ça vous donne le nombre de kilowattheures produits sur l'année. Et sur Genève, c'est à peu près ça. Donc imaginons, on est 3 kilowatts fois 1000, 3000 kilowattheures produits sur votre bâtiment. Et ça a vraiment du sens, même sur nos latitudes, de couvrir tous les toits de photovoltaïque. Et maintenant, encore plus économique, vu qu'il y a la hausse des prix de l'électricité notamment, et la hausse des prix de rachat aussi. Donc, si vous autoconsommez, déjà, ça a du sens. Et si en plus, vous produisez de l'énergie, vous pouvez la revendre à des prix qui sont très intéressants et des temps de retour, en tout cas sur cette partie-là, très intéressants. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est aussi une question générationnelle sur les clients qui viennent vous voir? Alors, pas forcément générationnel, parce que tout le monde veut agir, mais c'est... alors effectivement, si on est propriétaire et puis qu'on est assez âgé, après moi le déluge, on va dire c'est lourd, c'est long, c'est compliqué, donc on va laisser ça à la génération d'après. Mais je pense que toute la population est conscientisée. Et puis c'est à nous à montrer, à marketer, justement, que ça a du sens et économique, et énergétique, et environnemental. Et donc, il faut aussi rendre fun cette transition. Tiens, j'aimerais, pendant que je vais vous poser ma prochaine question, Judith, j'aimerais que tu viennes à côté de moi, s'il te plaît. Parce que Judith est en stage chez nous. Judith, elle a 14 ans. Alors, je lui ai demandé, mais alors, ça se passe comment dans la maison de Judith? Alors, qu'est-ce que tu me disais? Vous avez reçu quelque chose c'est un email, je crois, de la Confédération. La Confédération, qui disait, par exemple, pour quand on cuit des pâtes, remettre le capuchon de la casserole, dessus pour éviter que la chaleur, elle parte et puis ça cuit plus vite. Mais alors, est-ce que ça, déjà, je suis pas sûr que ça suffise, docteur Ouzilou, et deux, ça, tu m'as dit, mais ça, on le fait déjà à la maison, donc c'est bien, mais est-ce que tu es sensible à ce que tu es en train d'entendre en disant, l'avenir, il faudra faire attention à ce que ça soit mieux gérer ces affaires-là? Oui. Tu n'allais pas me dire non au micro? Non. mais pour le coup, là, Judith me dit, tiens, nous, on le fait déjà, il y a des choses qu'on fait déjà. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est pertinent? Alors, merci beaucoup, Judith. Merci, Judith. En fait, tout est pertinent. Donc, il faut tirer de tout bois. Donc, c'est important qu'on prenne conscience, qu'on montre l'exemple. Tous les gestes vont concourir à travailler sur la réduction de la demande, sur l'efficacité énergétique, à conscientiser les gens. On est en pleine transition et de toute manière, cette transition va être forcée par la nature et puis donc on va pas y échapper. Donc cette formation, cette nouvelle culture, on va dire, de l'économie, de l'efficience, de la résilience environnementale, il faut qu'on l'ait et puis qu'on la démarre le plus vite possible. Et toute action d'optimisation, de réduction, de renouvelable, d'efficacité est bonne à prendre. Donc bravo à tout le monde qui fait un petit effort. Et il n'y a pas de petite échelle, etc. Donc là, on est vraiment la notion du colibri. On est tous des colibris, puis on doit tous travailler
par rapport à ça. Et bravo à Judith qui fait cuire plus rapidement ses pâtes. Docteur Olivier Ouzilou, vous êtes cofondateur de Signataire. En 2 mots, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Nous allons nous intéresser maintenant à la blockchain. Non, restez là parce que franchement, c'est passionnant. Bonjour Vincent Pignon. Bonjour à tous. Vous êtes le CEO de We Can Group. La blockchain, je vous demandais hors antenne si vous n'avez pas déjà expliqué ça 1000 fois, donc je vais essayer. C'est une sorte de grand livre de comptes, grand livre blanc, sauf que tout le monde voit ce qu'il y a écrit dedans. Voilà, est-ce que je l'ai bien dit? Parce que ce qui veut dire que si jamais on gomme quelque chose, tout le monde le voit, donc on peut rien gommer. C'est exactement ça. C'est très bien synthétisé, bravo. Allez, je peux me disponibiliser. Donc, We Can Group, vous faites quoi avec ça? Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des blockchains qui existent. Et vous, quel est votre rapport par rapport à ça? Alors, quand on a commencé dans le domaine de la blockchain en 2015, on a exploré à peu près tous les cas d'usage qu'on pouvait faire et on a fait plus d'une 40aine de projets blockchain jusqu'au moment où on a commencé à créer nos propres produits. Et on a créé un produit notamment pour les banques en 2020 et en 2019. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a une centaine d'institutions financières qui sont sur ce produit-là. Parce que j'ai l'impression que, et on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, moi le premier, qu'on mélange un petit peu tout. On dit mais blockchain, moi j'ai entendu ça avec le bitcoin, donc c'est lié à de l'argent volatile, je comprends rien. Mais en fait, ce sont 2 choses très différentes. Alors, c'est assez complexe parce que dans la blockchain et dans ce que vous avez très bien déterminé par rapport à un registre décentralisé, il peut y avoir des crypto-monnaies au milieu ou des tokens et il peut ne pas y en avoir. C'est ce qu'on appelle les blockchains publiques ou les blockchains privées. Mais donc, il y a une vraie corrélation entre les deux. Après, les usages peuvent être différents. Oui, ça veut dire que, par exemple, si on signe un contrat de vente d'une maison, on peut l'inscrire dans une blockchain et comme ça, on voit qu'effectivement, vous m'avez vendu une maison. Exactement. Alors, ça fait partie des projets et notamment des perspectives qui peuvent être intéressantes. C'est de dire que nos registres qui aujourd'hui sont centralisés, gérés de façon, on va dire, papier, souvent numérique parfois, mais centralisés, pourraient demain être décentralisés et donc accessibles à tout le monde. Donc, on pourrait aller vérifier qu'un propriétaire d'une maison ou d'un appartement est bien le propriétaire, avoir l'historique des échanges. Mais est-ce que ça, c'est pas dangereux si tout le monde sait que moi, j'ai acheté une maison, par exemple, j'ai peut-être pas envie que tout le monde soit au courant? Alors, c'est un des éléments de la blockchain, c'est que ça apporte de la transparence, ça apporte de l'auditabilité et de l'immutabilité. Vous l'avez dit avant, on ne va pas pouvoir modifier une information a posteriori, donc on va réduire le risque de fraude. Par contre, on va pouvoir voir, c'est un livre ouvert, toutes les transactions qui sont faites à l'intérieur. Vous avez récemment organisé, c'était le 5 octobre, un événement autour du Web 3.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, j'essaye, vous me dites si j'ai juste, aujourd'hui on est dans le Web 2.0, celui des réseaux sociaux, etc. Demain il y aura le Web 3.0, celui de la transparence, de la réalité augmentée, du métavers, etc. C'est correct ? Alors, c'est juste la principale différence entre le Web 2 et le Web 3, c'est que dans le Web 2, on est arrivé à un web de plateforme, donc d'intermédiaires. On parle souvent des GAFAM, Facebook, Meta maintenant, Amazon, Google, etc. C'est eux qui sont des intermédiaires qui capturent nos données, qui les monétisent et qui nous rendent des services qui sont gratuits. Ouais, ce sont les portes d'entrée finalement. Exactement. Dans le Web 3, l'objectif, c'est vraiment de supprimer ces types d'intermédiaires-là et de pouvoir redécentraliser la valeur et l'échange de valeur avec les utilisateurs, les gens comme vous, comme moi. Oui, mais enfin, sans vouloir être trop technique, si Facebook s'appelle Meta, c'est parce qu'ils veulent mettre tout sur le métavers et que le métavers fait partie du Web 3, donc finalement, ça ne va pas changer grand-chose pour nous, les utilisateurs. Alors, c'est un risque dans le projet de Meta et je pense qu'il est très contesté. Et si on suit les actualités depuis 1 ou 2 semaines avec Meta, on voit que le métaverse a été un échec et qu'ils sont maintenant en train d'essayer de corriger un petit peu le tir. Mais l'intention de nombreux acteurs qui travaillent sur ces domaines-là, c'est de créer justement un web ou des métaverses qui sont décentralisés. La difficulté, je trouve, dans ce que vous faites, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent, OK, ils disent des choses... Soit je comprends, soit je comprends pas, mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir liker les photos de mes neveux sur un réseau social. Voilà, Web 2, Web 3, ça, c'est pas très grave. On peut l'entendre aussi, non ? C'est un très bon point et il y a un vrai enjeu de prise de conscience des risques du Web 2.0. Aujourd'hui, on donne nos données, nos photos, notre vie privée finalement sans trop se poser de questions. Et quelles que soient les générations, finalement, c'est qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, on a la même problématique. Et l'enjeu maintenant, c'est de créer des solutions qui vont protéger cette sphère privée. Alexandre Harris, sur ces notions des enjeux de demain, comment est-ce qu'on fait pour être alors soit à la pointe ou en tout cas à l'avant-garde de tout ça ? Bonne question. Je ne suis pas sûre que le reste de l'émission suffise pour en discuter. C'est amusant parce qu'à la Chambre, nous avons proposé des introductions
à la blockchain. Alors, je vous rassure tout de suite, pas donné par du staff de la Chambre, mais par des spécialistes. Et je note que malgré les manifestations ou les efforts pédagogiques des spécialistes, c'est très difficile pour une entreprise de comprendre où ça peut lui servir. Et une des choses que je remarque, c'est que dès lors que l'on donne un exemple, la réaction de l'entreprise est de se dire « Ah, mais c'est pour moi ou c'est pas pour moi », sans se rendre compte qu'il ne s'agit que d'un exemple et que le but du jeu est qu'elle examine son processus d'affaires pour déterminer si oui ou non, et si oui, à quel endroit la blockchain peut lui apporter quelque chose. Parce que ce que je trouve très pertinent dans ce que dit Alexandre Harris, c'est que finalement, on est obligé d'aller dans le technique pour arriver à comprendre un tout petit peu et que toutes les entreprises, soit n'ont pas les notions, soit n'ont pas envie de faire ça. Ouais, alors c'est une des problématiques. On est dans les années 90 de l'Internet, si on veut prendre un parallèle. Et quand on parlait d'Internet dans les années 90, personne ne comprenait rien. Tout le monde avait des modems qui faisaient du bruit, mais c'était très peu efficient. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. On utilise des solutions web sans savoir comment fonctionne la technique. Avec la blockchain, on n'en est pas encore là. On parle encore de la technique et pas des cas d'usage, et on n'a pas encore des applications, nous tous, sur notre téléphone qu'on peut utiliser tous les jours. Et l'enjeu, il est vraiment là, c'est d'arriver à créer ces applications et puis à les rendre utiles et utilisées. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de cette émission. Continuez de réagir par fax ou alors retrouvez tout ce qu'on se dit sur ontv.ch. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Pourquoi exploiter la blockchain ? On continue d'avoir des réponses de Vincent Pignon, le CEO de We Can Group. Est-ce que maintenant, c'est intégré dans les entreprises de nouvelles technologies que la blockchain, c'est pertinent ? Autrement dit, est-ce qu'à Genève, on est un peu à la pointe de ça ? Alors de plus en plus. Dans le domaine financier, je pense qu'il y a passablement d'avance qui a été prise pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des enjeux réglementaires qui sont plus importants, probablement plus de moyens aussi pour innover. Donc là, on est à la pointe sur ce sujet-là. Par contre, il y a encore beaucoup de retard sur les autres secteurs d'activité. Je pense notamment à la santé, je pense à l'administration publique, où il pourrait y avoir des cas d'usage de la blockchain très pertinents, où là, on est encore très loin d'avoir de l'adoption et de l'adoption massive. Une question que j'aurais peut-être dû vous poser avant, mais la blockchain, c'est absolument inviolable, parce que c'est peut-être aussi pour ça que l'administration publique n'y va pas. Alors, c'est une question intéressante. La question de la transparence est une vraie interrogation pour beaucoup d'acteurs. C'est à rentrer une information qu'on ne peut pas modifier a posteriori. C'est une gageure, et c'est une gageure complexe à appréhender parce qu'il faut être conscient que ça sera le cas. Donc, c'est la même chose pour tous les aspects, y compris les aspects monétaires. Il y a plusieurs pays qui sont en train de travailler sur l'émission de leur monnaie numérique, donc avoir un franc suisse numérique, avoir un dollar numérique, etc. De la même façon, ça veut dire que le jour où ça existera, on pourra voir toutes les transactions de façon transparente, sans connaître les personnes qui les font, mais en tout cas, on verra toutes les transactions. Donc, clairement, la technologie va plus vite que la réglementation. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une frustration ? Mais aussi, la réglementation, c'est un garde-fou, donc c'est pas inintéressant quand même. Alors, c'est un vrai challenge. La Suisse a été pionnière en matière de réglementation et surtout de clarification de la réglementation. L'enjeu, c'est que la blockchain et les usages vont très vite, et notamment sur la partie finance décentralisée, où là, ça va beaucoup plus vite que la réglementation. Et finalement, il se passe beaucoup de choses que le régulateur découvre, appréhende et ensuite va pouvoir essayer de contrôler. L'autre problématique, c'est que c'est supranational. Donc même si on a une régulation en Suisse qui est performante, ça veut dire qu'il faut que la régulation elle soit performante partout à l'échelle internationale. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai quand même... Alors c'est la deuxième fois que j'utilise cette expression, mais c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, dans le sens où, ce que je vous disais aussi hors antenne, c'est que tout le monde va s'en servir quand tout le monde s'en servira. Moi, je vais m'en servir si c'est pratique pour faire une transaction avec une entreprise à côté de chez moi pour acheter du pain ou pour quoi que ce soit. Exactement. Alors, le jour où ce sera le cas, c'est le jour où on parlera plus de blockchain. Donc, j'espère bientôt. Malheureusement, c'est pas encore parce qu'il y a encore beaucoup de besoins et ça fait aussi partie des challenges d'éducation, d'explication, de développer des cas d'usage utilisés. Et ça amène à une autre complexité, c'est les besoins de recrutement. C'est que finalement, les personnes compétentes qui comprennent et qui sont capables de développer des projets, il y en a assez peu. Mais n'importe quelle entreprise peut créer sa propre blockchain pour valider des transactions, ça c'est possible, ou il faut se greffer sur quelque chose d'existant ? Encore une fois, je suis qu'un pauvre kidam. Alors, ça fait très peu de sens de créer sa propre blockchain. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a des blockchains, des grandes blockchains, comme Bitcoin ou comme Ethereum, qui sont des blockchains décentralisées à l'échelle globale. Des crypto-monnaies ?
c'est des blockchains également. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des blockchains dans lesquels on va pouvoir enregistrer des transactions moyennant un coût de transaction qu'on va payer en crypto-monnaie. Mais finalement, en utilisant ces blockchains, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les créer, on n'a pas besoin de les maintenir, et on va pouvoir avoir un registre décentralisé et sécurisé. Mais donc, vous, ce que vous proposez, c'est d'accompagner aussi des entreprises sur ces domaines-là. Donc, ça veut dire quoi ? Une entreprise vient vous voir et vous dites, bon, ben voilà, vous pouvez vous greffer à telle blockchain et puis ça va arranger vos affaires de telle et telle manière. Alors, c'est ce qu'on a fait au début. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur 2 produits. Donc, un produit qui est dédié à la conformité et un autre produit qui est un WhatsApp pour les professionnels qu'on a déployé il y a 2 semaines dans un hôtel genevois avec tous les collaborateurs pour sécuriser les communications. Je croyais que WhatsApp était sécurisé. Alors, c'est toute la... Je vous embête. C'est tout le manque de compréhension. Mais non, c'est une très bonne question parce qu'elle revient très souvent. Tout le monde dit, je le vois, c'est écrit, c'est chiffré de bout en bout. C'est écrit en anglais, en français, dans la langue qu'on veut. Là, il y a 2 problématiques à cela. La première problématique, c'est que les données sont chiffrées, mais pas les métadonnées. Qu'est-ce qu'une métadonnée ? C'est votre localisation, les photos que vous avez prises, avec qui vous communiquez. Je rappelle que quand on démarre WhatsApp la première fois, il nous demande d'envoyer tout notre carnet d'adresses pour pas écrire 078 quand on écrit à quelqu'un, mais écrire, je sais pas moi, Vincent Pignon par exemple. C'est exactement ça. Donc ils ont tout. Ils ont tout, et il y a un deuxième problème qui est très important pour beaucoup d'organisations suisses, c'est que tous les messages sont copiés en vertu de la loi américaine et disponibles pour le gouvernement américain, la NSA, ce qui fait que pour une banque, pour un hôpital, pour un gouvernement, c'est compliqué d'utiliser WhatsApp. Alors l'avenir, donc c'est quoi ? C'est chacun a son WhatsApp d'entreprise ultra sécurisé, tout le monde est sur la blockchain et c'est la fin de l'argent physique en plus du reste ? Alors, l'avenir, c'est très certainement que l'infrastructure du web va être basée sur des blockchains et on va pouvoir commencer à créer un échange de valeurs qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qu'on ne peut faire que via des intermédiaires. Donc ça, c'est évident et ça va arriver probablement plus vite qu'on ne le pense. D'ici 2-3 ans, on aura des cas d'usage très courants avec ces utilisations-là. Et ensuite, là-dessus, on va pouvoir construire beaucoup de choses. Alors, si jamais vous voulez être un peu en avance sur ces questions-là, allez voir Vincent Pignon, le CEO de WeCan Group. Société finalement jeune, mais dans ce monde-là, déjà presque un dinosaure. Ça fait quoi, 7 ans ? Effectivement, alors ça fait 7 ans. Des sociétés blockchain en Suisse qui ont 7 ans, on est peu nombreux, on est les pionniers. Il y en a beaucoup qui ont disparu sur le chemin. Et aujourd'hui, ceux qui sont toujours là, et c'est notre cas, recrutent beaucoup. Nous, on a 5 postes ouverts, donc on a des réels besoins de recrutement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Alexandre Harris, on va revenir avec la CCIG à quelque chose avant d'être dans le métavers, d'être dans l'univers, je dirais presque réel. On va parler aménagement urbain bientôt. Pas presque, totalement. On va être même les 2 pieds dedans. Oui, le 23 novembre, des Potrons Minets, nous allons discuter de l'aménagement urbain, de la place pour les entreprises avec les normes sur le bruit, par exemple. Est-ce que les boulangers pourront continuer d'avoir des officines au centre-ville parce qu'il leur faut bien des extractions d'air et les extractions d'air, c'est bruyant. Ce sont des questions qui se posent, mais aussi des questions, la ville du quart d'heure, tout avoir à portée de main ou en tout cas un quart d'heure à pied. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre paysage urbain à venir, pour les entreprises et pour les gens qui y résident ? Rendez-vous donc à la CCIG sur ccis.ch également pour avoir toutes les informations. Puis moi, je voulais également vous remercier pour toutes ces émissions et pour votre curiosité absolument toujours intacte, Alexandre Harris. Sincèrement, c'est impressionnant. Bonne route. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Vous aussi, à très bientôt. Merci à Charles Gasto pour la réalisation image de cette émission. Alexandre Jean Renaud pour la réalisation audio. On se retrouve la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.